Ce soir, je vais vous conter des creepypastas à l'ancienne. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une creepypasta? C'est un court texte qui se diffuse par copies successives et qui a pour but de faire naître un malaise. Ce soir donc, ces histoires vous seront probablement connues, ou au moins l'une de leurs variantes. Car comme les contes d'autrefois, certaines sont métamorphosées au gré du temps. Que vous les connaissiez déjà ou non, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo quelle histoire vous a le plus plu. À présent, je vous invite à me rejoindre sur cette chaise avec un petit cookie et un bon plaid pour vous y cacher. C'est parti pour de nouvelles histoires maléfiques. J'étais un jeune passionné de jeux d'arcade dans les années 1980, toujours à la recherche des derniers titres excitants à essayer. Un jour, alors que je parcourais ma salle d'arcade préférée, j'ai remarqué un nouvel ajout, Polybius. L'arcade était sombre, avec des lumières clignotantes qui attiraient mon attention. Polybius avait un aspect mystérieux et intrigant. Les graphismes semblaient étonnamment avancés pour l'époque, avec des couleurs vives et des effets spéciaux saisissants. Je ne pouvais pas résister à la tentation de m'approcher et de prendre la première manette disponible. Dès les premières minutes de jeu, j'ai été captivé. Les niveaux étaient incroyablement immersifs. Les contrôles étaient fluides et le son ajoutait une ambiance étrange à l'ensemble. Mais au fil du temps, je commençais à ressentir des effets étranges. Après avoir joué à Polybius pendant un certain temps, j'ai commencé à remarquer des maux de tête persistants. Les lumières clignotantes et les séquences rapides du jeu semblaient provoquer une sorte d'hypnotisme. Mes rêves étaient hantés par des images du jeu, et parfois même des personnages de Polybius semblaient apparaître dans le coin de mon œil, même lorsque je ne jouais pas. Mais ce n'était pas tout. J'ai commencé à avoir des pertes de mémoire étranges. Je me souvenais vaguement d'avoir joué à Polybius, mais les détails précis semblaient s'échapper de ma mémoire. Parfois, j'avais l'impression que mon esprit était manipulé, comme si le jeu cherchait à contrôler mes pensées. Et puis il y avait les amants noirs. J'ai commencé à les remarquer debout, près de la machine à différents moments. Leur présence était intimidante, et ils semblaient collecter des données ou observer les joueurs. Ils disparaissaient rapidement lorsque je tentais de m'approcher d'eux. Finalement, l'arcade a retiré Polybius, sans explication. Les rumeurs ont circulé selon lesquelles le jeu causait des effets néfastes sur la santé mentale des joueurs. Certains prétendaient même que des personnes avaient disparu après avoir joué à Polybius. Aujourd'hui, je me demande toujours si Polybius était réellement un jeu, ou s'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sombre et sinistre. L'expérience m'a laissé avec un sentiment d'inquiétude et de fascination, me demandant quelle force mystérieuse était à l'œuvre derrière ce jeu maudit. Étant un peu geek sur les bords, je dois avouer que j'adorais également les jeux d'arcade. Mon tout premier était Street Fighter, et j'aurais pu y passer des heures entières. Cette histoire m'a donc replongé avec nostalgie à cette époque où un soda et un écran aux couleurs saturées faisaient notre bonheur.
je me suis retrouvée plongée dans une aventure aussi mystérieuse que dangereuse. Tout a commencé lorsque j'ai découvert ce site énigmatique appelé The Grifter alors que je naviguais sur le dark web. Son contenu promettait des capacités surnaturelles, une opportunité que je ne pouvais pas ignorer. J'ai pris contact avec l'administrateur du site, cherchant à en savoir plus sur ce processus mystérieux appelé The Grift. Après quelques échanges, j'ai reçu des instructions détaillées et des avertissements concernant les risques encourus. Mais quelque chose en moi, une soif de pouvoir ou de découverte, m'a poussé à poursuivre. J'ai suivi les instructions à la lettre, me retrouvant dans un lieu isolé à des heures précises de la nuit. Les rituels étaient étranges, mêlant des symboles ésotériques et des incantations. Chaque étape était accompagnée d'une montée en tension, d'une atmosphère lourde qui faisait frissonner mon être. Alors que je progressais dans le processus, je ressentais une étrange énergie électrique qui parcourait mon corps. J'avais l'impression que le voile entre le monde réel et le surnaturel se déchirait progressivement, ouvrant une porte vers l'inconnu. Les conséquences de ma quête pour devenir The Grifter ont commencé à se manifester. Des ombres insaisissables semblaient me suivre, glissant à la périphérie de ma vision. Des murmures indistincts résonnaient dans ma tête, me faisant douter de ma propre réalité. Mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Plus j'avançais dans le processus, plus mon obsession grandissait. J'étais devenue obsédée par l'idée de maîtriser ces pouvoirs surnaturels, même si cela signifiait sacrifier ma santé mentale. Chaque nuit, je plongeais plus profondément dans le monde des ténèbres, résolue à en découvrir tous les secrets. Cependant, plus je m'approchais du but, plus les conséquences devenaient insupportables. Les visions devinrent cauchemardesques, me montrant des horreurs inimaginables. Ma santé mentale commença à se fissurer, et je me demandais si j'avais commis une erreur irréparable. Je me trouvais face à un choix difficile. Continuer mon ascension vers le pouvoir surnaturel, ou abandonner et retrouver une certaine forme de normalité. Mais quelque chose en moi refusait de reculer, attiré par la promesse de puissance et d'immortalité. Aujourd'hui, je suis un être différent. Les pouvoirs que j'ai obtenus grâce à The Grifter sont réels. Mais à quel prix ? Je suis hantée par mes propres démons, et ma vie est devenue une lutte constante entre ma soif de pouvoir et ma volonté de conserver ma propre humanité. The Grifter m'a plongée dans un monde de mystère et d'obscurité. J'ai découvert que le pouvoir ne vient pas sans conséquence, et que certaines vérités sont mieux laissées enfouies. Mais même maintenant, alors que je porte le fardeau de mes choix, une part de moi ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache derrière The Grifter, et si d'autres aventuriers intrépides se sont aventurés dans ce monde surnaturel. Qui n'a pas rêvé une fois au moins d'avoir des pouvoirs ? Déplacer des objets à distance, faire de la télépathie, changer même le plomb en or, pourquoi pas ? Pour ma part, si cela était possible, j'aimerais pouvoir voyager rien qu'en pensant à la destination. Un peu comme dans le film Jumper, où le personnage principal s'évade là où il le veut, quand il le veut. Et vous ? Quel serait votre super pouvoir ? Il y a une vidéo sur YouTube nommée Mereana Mordegard Glesgorf. Si vous recherchez ceci, vous ne trouverez rien. Les quelques fois où vous trouverez quelque chose, tout ce que vous voyez est une vidéo de 20 secondes d'un homme qui vous regarde attentivement, sans expression, puis souriant pendant les 2 dernières secondes. Le fond n'est pas défini, ce n'est qu'une partie de la vidéo réelle. La vidéo complète dure 2 minutes et a été supprimée par YouTube
après que 153 personnes qui ont visionné la vidéo se soient arraché les yeux et les a envoyés par la poste au bureau principal de YouTube à San Bruno. Ces personnes s'étaient également suicidées de diverses manières. On ne sait pas encore comment elles ont réussi à se taillader les bras après s'être arraché les yeux, et l'inscription cryptique qu'elles ont gravée sur leurs avant-bras n'a pas encore été déchiffrée. YouTube affichera périodiquement les 20 premières secondes de la vidéo pour apaiser les soupçons, afin que les gens n'aillent pas chercher la vraie chose et la téléchargent. La vidéo elle-même n'a été visionnée que par un membre du personnel de YouTube, qui a commencé à crier après 45 secondes. Cet homme est sous sédatif constant et est apparemment incapable de se souvenir de ce qu'il a vu. Les autres personnes qui étaient dans la même pièce que lui pendant qu'il regardait ont tous dit qu'ils avaient pu entendre un son de forage aigu. Cependant, aucun d'entre eux n'osait regarder l'écran. La personne qui a mis en ligne la vidéo n'a jamais été retrouvée, l'adresse IP étant inexistante, et l'homme sur la vidéo n'a jamais été identifié. J'adore cette histoire, peu connue pour certains, elle me fait froid dans le dos. Comment de simples images peuvent atteindre la psyché de ceux qui les regardent? Vous imaginez? Vous vaquez sur YouTube ou une autre plateforme de vidéo, et là, par erreur, vous découvrez ce genre d'enregistrement. La dernière histoire est la plus connue, mais très certainement ma préférée. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient de ces dessins animés de Mickey Mouse des années 1930? Ceux qui sont sortis en DVD il y a quelques années. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y en avait un qui était inédit, même pour les fans les plus passionnés de Disney. Selon les sources, ce n'est rien de spécial. C'est juste une boucle continue de Mickey passant devant 6 bâtiments qui durent 2 ou 3 minutes avant de disparaître. Contrairement aux airs mignons mis en place, la chanson de ce dessin animé n'était pas du tout une chanson. Juste un coup constant sur un piano, pendant 1 minute et demie avant de passer au bruit blanc pour le reste du film. Ce n'était pas non plus le joyeux vieux Mickey que nous aimons. Mickey ne dansait pas, ne souriait même pas. Il marchait juste, comme si vous et moi marchions dans une rue, avec une expression faciale normale. Mais pour une raison quelconque, au bout de quelques secondes, sa tête s'inclinait d'un côté et de l'autre, puis il prenait un air lugubre. Jusqu'à il y a 1 an ou 2, tout le monde croyait après ça que ça passait au noir et que c'était tout. Lorsque Leonard Maltin a passé en revue le dessin animé à mettre dans la série complète, il a décidé que c'était trop indésirable pour être sur le DVD. Mais il voulait avoir une copie numérique en raison du fait qu'il s'agissait d'une création de Walt Disney. Lorsqu'il eut une version numérisée sur son ordinateur pour consulter le dossier, il remarqua quelque chose. Le dessin animé durait en fait 9 minutes et 4 secondes. Voici ce que ma source m'a envoyé par email dans son intégralité. Pour info, il était l'assistant personnel de l'un des cadres supérieurs de Disney et une connaissance de M. Maltin lui-même. Après avoir coupé au noir, c'est resté comme ça jusqu'à la 6e minute, avant de repartir dans la marche de Mickey. Le son était différent cette fois. C'était un murmure. Ce n'était pas une langue, mais plutôt un cri gargouillé. Au fur et à mesure que le bruit devenait plus indiscernable et fort au cours de la minute suivante, l'image commençait à devenir bizarre. Le trottoir a commencé à valser dans des directions qui semblaient impossibles, selon la base de la physique de la marche de Mickey. Et le visage lugubre de la souris se courbait lentement en un sourire narquois. À la 7e minute, le murmure s'est transformé en un cri à glacer le sang, le genre de cri douloureux à entendre. Et l'image devenait plus obscure. Des couleurs se produisaient qui n'auraient pas dû être possibles à l'époque. Le visage de Mickey a commencé à s'effondrer.
Ses yeux roulaient sur le bas de son menton comme deux billes dans un bocal à poisson, et son sourire figé pointé vers le haut sur le côté gauche de son visage. Les bâtiments sont devenus des décombres flottants dans les airs, et le trottoir valsait toujours de manière impossible dans des directions déformées, quelques-unes semblant inconcevables avec ce que nous, en tant qu'humains, savons de la direction. Monsieur Maltin a été dérangé et a quitté la pièce, en voyant un employé terminer la vidéo et prendre des notes sur tout ce qui se passait jusqu'à la dernière seconde, puis stocker immédiatement le disque du dessin animé dans le coffre-fort. Ce cri déformé a duré jusqu'à 8 minutes et quelques secondes. Puis, le générique de fin a brusquement coupé le visage de Mickey Mouse, avec ce qui ressemblait à une boîte à musique cassée jouant en arrière-plan. Cela s'est produit pendant environ 30 secondes, et quoi qu'il en soit, des 30 secondes restantes, je n'ai pas pu obtenir la moindre information. Un agent de sécurité travaillant sous mes ordres faisait des rondes à l'extérieur de cette pièce, et il m'a dit qu'après la dernière image, l'employé est sorti de la pièce en trébuchant, avec la peau du visage exsangue, en disant 7 fois, d'un air plaintif, « La vraie souffrance n'est pas connue. » Puis, sans crier gare, il s'est jeté sur le garde pour récupérer l'arme de service et se tira une balle dans la tête, mourant sur le coup. Ce que j'ai pu tirer de Léonard Maltin, c'est que la dernière image était un morceau de texte russe qui disait à peu près « Les visions de l'enfer ramènent ses téléspectateurs ». Pour autant que je sache, personne d'autre ne l'a vu, mais il y a des dizaines de tentatives pour obtenir le fichier sur RapidShare par des employés à l'intérieur des studios, qui ont tous été rapidement licenciés. Que ce soit en ligne ou non est à débattre. Mais si les rumeurs disent vrai, c'est en ligne quelque part sous suicidemouse.avi. Si jamais vous trouvez une copie du film, je souhaite que vous ne la visionnez jamais et que vous me contactiez immédiatement par téléphone, quelle que soit l'heure. Quand une mort de Disney est dissimulée, cela signifie que c'est quelque chose d'énorme. Je n'ai pas encore trouvé d'exemplaire de cette vidéo, mais elle existe. J'en suis certain. J'espère que ce petit florilège de terreur ne va pas vous garder éveillé toute la nuit. Surtout si cela doit vous faire passer du temps sur Internet. Vous ne savez pas sur quoi vous risqueriez de tomber. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter ou de la liker si vous avez aimé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Attention à vous. Si ce soir, au moment de dormir, vous sentez une envie irrépressible de regarder sous le lit, abstenez-vous. On ne sait jamais. Peut-être qu'en dessous attend patiemment un être maléfique.